Alors je remercie les organisateurs de m'avoir invité cette année encore. Et je remercie surtout les organisateurs d'avoir prévu une contribution de droit interne après plusieurs contributions de droit international. Mais bon, j'ai conscience qu'il est presque midi moins le quart et que je dois m'en tenir vraiment à l'essentiel et en essayant d'être claire sur une question finalement assez compliquée. Alors, la reconnaissance des victimes des essais nucléaires français, la reconnaissance est un terme ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que la reconnaissance, c'est l'action de reconnaître, d'admettre qu'un fait est réel ou revêt une certaine vérité. Bien. Et puis, autre sens de la reconnaissance, c'est le sentiment d'un bienfait. Alors évidemment, c'est le premier sens de la reconnaissance qui est opérant en notre matière, puisque c'est l'État qui, en reconnaissant l'existence de victimes des essais nucléaires français, reconnaît d'accepter la vérité que ces victimes ont été impactées d'une façon ou d'une autre. Et l'État français reconnaît donc l'existence de dommages subis par ces personnes. On pourrait penser que la reconnaissance est un terme mal choisi. En réalité, c'est un terme exact, puisque la loi du 5 janvier 2010, dite loi Morin, est relative, c'est son nom, à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Donc, reconnaissance est un terme législatif exact. L'intitulé de la loi pourrait laisser penser que la reconnaissance et l'indemnisation sont deux processus complémentaires qui vont de pair. Or, si on examine les autres processus de reconnaissance qui existent en droit interne français, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours vrai, et précisément pour la réparation des dommages nucléaires, ce n'est pas vrai non plus. Quel autre processus de reconnaissance peut-on faire valoir et peut-on mettre en parallèle avec celui-ci? C'est le processus de reconnaissance des dommages subis par les personnes juives du fait de l'État de Vichy, reconnaissance qui a été tardive par l'État français, vous le savez, et qui n'a existé qu'à partir du discours du président Jacques Chirac en juillet 1995, où il a dit que la France avait une dette imprescriptible vis-à-vis de ses victimes juives et de leurs ayants droit. Bien. Cette reconnaissance d'un dommage collectif, pour aller vite, ne s'est pas accompagnée d'une indemnisation totale des dommages subis par les personnes individuelles. En effet, dans un avis de 2009, le Conseil d'État a considéré que la France, par certaines mesures de reconnaissance, avait reconnu et réparé les dommages causés autant qu'il a été possible, mais qu'à un moment donné, il fallait s'arrêter dans le processus d'indemnisation. Donc on s'aperçoit qu'il ne faudrait pas que la reconnaissance de dommages collectifs serve de paravent, en quelque sorte, à une indemnisation rare ou partielle des dommages des personnes subies individuellement. Or, malheureusement, c'est ce que l'on peut peut-être constater s'agissant de l'application réelle de la loi Morin du 5 janvier 2010. D'une part, on assiste avec cette loi à une reconnaissance implicite de la responsabilité de l'État, mais d'un autre côté, cette reconnaissance est platonique en ce qui concerne l'indemnisation des victimes. Alors, deux points que nous allons traiter rapidement. Il faut rappeler pour les non-spécialistes de droit de la responsabilité administrative que pour que la responsabilité de l'État soit engagée, il faut la réunion de trois éléments. Un fait générateur de responsabilité,
un préjudice subi par une victime et un lien de causalité entre les deux, entre le fait générateur et le préjudice. S'agissant du fait générateur et des préjudices subis par des victimes, il n'y a pas trop de problèmes juridiques. D'une part, le risque sanitaire présenté par les retombées radioactives des essais, ce risque sanitaire a été progressivement reconnu. Je passe sur l'influence du droit international qui a aidé à la reconnaissance de ces risques sanitaires, à commencer par le traité de 1963, puis par l'avis de la Cour internationale de justice de 1996, qui reconnaît que l'arme nucléaire et les essais nucléaires sont des activités dangereuses, susceptibles de causer des souffrances indicibles à l'homme et aux générations à venir. Au plan national, la France a été très lente à reconnaître le risque sanitaire présenté par les essais nucléaires. Dans le conflit qui l'a opposé à la Nouvelle-Zélande et que vous avez évoqué, Yannick, tout à l'heure, en 1973, la France, pour se défendre, disait que les risques étaient si minimes qu'ils ne pouvaient être considérés que comme négligeables et du coup, il n'y avait pas de danger pour la santé des habitants qui résidaient dans le voisinage des essais nucléaires. La France a changé de position en raison de deux facteurs essentiellement. Un facteur, je dirais, factuel. Les études épidémiologiques ont démontré que les habitants de la Polynésie développaient davantage de cancers que les autres habitants. Et par ailleurs, un facteur juridique qui est la signature de très nombreux traités sur la responsabilité des États en cas d'accident nucléaire, et c'est bien sûr une responsabilité sans faute pour risque. Donc on peut considérer que progressivement, l'État français a reconnu l'existence d'un fait générateur de responsabilité, à savoir le risque sanitaire présenté par les essais nucléaires et les rayonnements ionisants qui s'ensuivent pour les personnes. Certes, il y a deux éléments d'incertitude concernant cette responsabilité du point de vue juridique. La loi étant intitulée Loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation, l'indemnisation fait penser plutôt non pas à un système de responsabilité, mais à un système de solidarité nationale, puisque qui dit indemnisation dit nécessairement indemnisation sans aucune démonstration à faire, mais en faisant appel au budget public et donc à la solidarité nationale, souvent d'ailleurs par l'intermédiaire d'un fonds d'indemnisation. Ici, dans le cas des victimes des essais nucléaires, le législateur n'a pas voulu créer de fonds d'indemnisation. Et donc, il s'agit d'un système de responsabilité sans faute pour risque-danger, comme l'a reconnu le rapporteur à l'Assemblée nationale sur le projet de loi. Il s'agit d'une responsabilité de l'État. L'État qui s'engage à réparer de façon intégrale l'ensemble des dommages subis. Et puis il y a aussi un autre argument qui tente à faire penser qu'il s'agit bien de responsabilité et pas de solidarité. Le juge administratif a estimé que lorsque une victime ne répondait pas aux conditions posées par la loi Morin, eh bien, elle pouvait essayer de faire juger qu'elle avait été victime d'un risque professionnel. Alors évidemment, pour les victimes qui ont travaillé pour le CEA, le ministère de la Défense et qui ont participé aux essais nucléaires, et ce risque professionnel, c'est bien sûr aussi un risque-danger. Donc, du point de vue de l'établissement du fait générateur, risque-danger, il n'y a pas véritablement de problème juridique. La reconnaissance, elle concerne aussi l'existence d'une pluralité de victimes et des maladies radio-induites qu'elles ont subies, et qu'elles ont subies très longtemps après les essais nucléaires. La reconnaissance de ces victimes ne pose pas de problème parce que le législateur, dès 2010, n'a pas établi de différentes catégories de victimes.
Il a employé une expression générique en disant que toute personne qui souffre d'une maladie induite et qui a été exposée à des retombées nucléaires peut obtenir réparation. Donc toute personne, sans exclusive, cela recouvre les fonctionnaires, les agents publics, les agents privés qui ont pu travailler, mais aussi l'ensemble des habitants proches des zones des essais nucléaires, habitants qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers. Il n'y a pas eu dans la loi de conditions de voisinage posées, même si en 2010, à l'origine, il y avait 3 zones différentes qui étaient distinguées, à savoir les zones dans les centres d'expérimentation, mais aussi les zones périphériques à ces centres d'expérimentation, et puis les zones... il y avait une 3e catégorie de zones, oui, les zones exposées sous un certain angle. Bien. En 2013, dans la loi de programmation militaire votée en décembre 2013, le législateur a supprimé la distinction de ces zones. Et donc maintenant, véritablement, toute victime peut prétendre à obtenir réparation de ces dommages. Malheureusement, un décret en Conseil d'État, le premier en 2010, le deuxième pris en 2014, donc après la loi de programmation militaire en 2013, ont toujours listé de façon exhaustive un certain nombre de maladies radio-induites qui ouvrent le droit à la réparation intégrale des préjudices prévus par la loi. En 2010, il y avait 18 maladies cancéreuses listées par décret. En 2014, et donc actuellement toujours, il y en a 21 maladies. Par conséquent, si une victime se plaint d'une accumulation de maux et de nombreuses pathologies qu'elle impute à des retombées radioactives qu'elle aurait subies à la suite des essais nucléaires, elle ne peut pas bénéficier du système législatif de responsabilité de l'État instauré par la loi Morin. Ça a été jugé en 2011 par le juge administratif. Mais il est intéressant de noter que dans l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris de 2011, le juge administratif a quand même reconnu que, en dehors de ce régime législatif de responsabilité, les victimes pouvaient se placer sur le terrain du droit commun et pouvaient essayer de démontrer, par la méthode du faisceau d'indices, que plusieurs indices peuvent permettre de penser que la maladie radio-induite, enfin les maladies, les pathologies dont elles sont victimes, ont été causées par une multiplicité d'indices rattachables donc aux essais nucléaires. Ce qui montre que le régime législatif établi en 2010 n'est pas un régime exclusif. Il peut très bien, s'il ne fonctionne pas, pour simplifier, être relayé par le régime de droit commun de la responsabilité. Donc, concernant le fait générateur, risque-danger, et le préjudice subi par des victimes de maladies radio-induites, il n'y a pas de difficulté. Les difficultés se concentrent sur le 3e élément de la responsabilité, à savoir le lien de causalité. Le législateur, pour faciliter l'indemnisation des victimes, a posé ce que l'on appelle en droit une présomption de causalité. C'est-à-dire que dès lors que la victime prouve qu'elle a une maladie radio-induite, l'une des 21, et parfois 2 malheureusement, ou plusieurs, prévues par les décrets en question, eh bien, cette maladie est présumée avoir été causée par les retombées radioactives des essais nucléaires. Seulement, cette présomption de responsabilité qui est prévue par la loi Morin en 2010 est une présomption que l'on qualifie en droit de réfragable, c'est-à-dire de simple, qui permet à l'administration
de prouver le contraire, c'est-à-dire de prouver que la maladie, en réalité, ne trouve pas son origine directe et certaine dans les essais nucléaires et leurs retombées radioactives. Par conséquent, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, que l'on appelle le CIVEN, a donc toujours essayé d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire que la maladie n'avait pas été causée par les retombées radioactives des essais nucléaires. Donc le CIVEN a toujours essayé de faire tomber la présomption de causalité posée par le législateur. Je passerai très très vite sur le CIVEN. À l'origine, en 2010, il ne faisait que des recommandations et la décision d'indemnisation a été prise par le ministre de la Défense. Depuis 2013 et la loi de programmation militaire, le CIVEN est devenu une autorité administrative indépendante dont le budget dépend du Premier ministre. Et c'est maintenant le CIVEN qui non seulement instruit la recevabilité des demandes d'indemnisation, mais se prononce sur le fond. C'est lui qui prend la décision d'indemnisation ou de refus d'indemnisation. Étant autorité administrative indépendante, il est maintenant totalement détaché du ministère de la Défense et on ne peut plus lui reprocher, disons, une certaine proximité avec le ministère de la Défense. Il est, en tant qu'autorité administrative indépendante, totalement indépendant et donc son budget dépend du Premier ministère. D'ailleurs, il se prononce sur l'indemnisation presque comme une juridiction, puisque en 2013, et puis le décret de 2014 qui précise ses conditions de fonctionnement, prévoit qu'il doit respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. Bien. Il n'empêche qu'on assiste à une reconnaissance platonique de l'indemnisation des victimes, puisque disons-le, 2% seulement des demandes d'indemnisation se soldent par une indemnisation effective. Donc il y a 98% de refus. Pour être plus précis, il n'y a que 20 dossiers d'indemnisation sur 1000 demandes qui ont été formulées jusqu'à présent. Le CIVEN, pour simplifier, se heurte à ce que l'on appelle les affres de la causalité. Rapidement, Maryse. Rapidement, oui. Et les affres de la causalité nous amèneront à envisager les voies de l'amélioration du système. Alors, en 2 minutes. Les affres de la causalité. J'aimerais essayer de vous faire comprendre, mais ça c'est une position personnelle, que le raisonnement prévu par la loi de 2010 concernant cette présomption de causalité est un raisonnement douteux. La loi prévoit cette présomption de causalité donc au profit des victimes d'une maladie radio-induite. À moins, dit le texte, qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition de la victime, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Encore une fois, on retrouve ce qualificatif de négligeable qui était utilisé par la France dans son différend avec la Nouvelle-Zélande. Donc, si le risque est négligeable, autrement dit, la présomption de causalité doit tomber et la victime ne peut pas être indemnisée selon le système législatif de responsabilité. Ce risque est considéré comme négligeable par le CIVEN lorsqu'il est inférieur à 1%. Alors le calcul est celui d'un logiciel américain très perfectionné que je ne pourrais pas vous expliquer, mais dont la validité a été reconnue par le Conseil d'État dans un arrêt du 7 décembre 2015.
arrêt dans lequel le Conseil d'État a validé la méthode utilisée par le CIVEN pour précisément mesurer si le risque est négligeable ou pas. Alors pourquoi est-ce que le raisonnement juridique il est douteux? Voilà. Ce n'est pas le lien de causalité en lui-même, qui doit être direct et certain, qui est apprécié. C'est le degré du risque qui est apprécié, puisqu'on va apprécier le risque pour savoir si il a été négligeable, important, faible, s'il a eu une incidence. Donc progressivement, on glisse dans la présomption de causalité, de la causalité vers le fait générateur. Parce que le risque, c'est le fait générateur du dommage. Donc le raisonnement est assez, bon, Jean-Marie Ponty avait dit alambiqué, mais il est douteux. Ce n'est pas sur le lien de causalité que l'on se focalise, c'est sur le fait générateur, le risque. Et d'ailleurs, cette contradiction, elle est très visible dans l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015, qui, dans la dernière phrase de son dispositif, contient une phrase extrêmement troublante. Le Conseil d'État considère qu'il relève de l'appréciation des juges du fond d'apprécier le risque, sauf dénaturation. Et il donne raison à la Cour administrative d'appel de Lyon de ne pas avoir indemnisé la veuve d'une victime. Parce que, dit-il, cette personne requérante ne démontre pas le lien de causalité direct et certain qui existe entre les essais nucléaires et les retombées qu'a subi son mari et la maladie radio-induite dont il est mort. Donc le Conseil d'État reconnaît lui-même qu'il renverse la charge de la preuve et la fait supporter à la victime qui demande l'indemnisation, puisqu'il dit expressément elle ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre les retombées et la maladie de son mari. Mais ce n'est pas à elle de prouver le lien de causalité, puisque la loi pose une présomption de causalité. Donc on voit bien que le raisonnement juridique est douteux et que le Conseil d'État en est lui-même victime. Alors quelles sont les voies d'amélioration du système? Très rapidement, oui, à mon sens, rapidement, parce que il y a vous avez une dépassé. voie juridictionnelle, mais on va ouvrir le débat. Il y a une voie juridictionnelle qui est le recours par le juge administratif à la perte de chance de rester dans un bon état de santé. Toutes les victimes qui ont subi les retombées radioactives des essais nucléaires et qui ont développé ensuite une maladie cancéreuse ont tous perdu une chance de rester en bonne santé. Au lieu d'adopter la logique du tout ou rien, qui est celle des juridictions actuellement, c'est-à-dire ou bien le tout, on rentre dans les cadres de la loi de 2010 et l'indemnisation est possible, ou bien on ne rentre pas dans les cadres de la loi et l'indemnisation est refusée totalement. La perte de chance, si elle était reconnue, permettrait que le juge concède une indemnisation partielle, proportionnée à ce que l'administration, enfin le CIVEN en l'occurrence, estime que les retombées radioactives ont pu avoir une influence sur le cancer. Mais cette responsabilité partielle serait mieux qu'aucune responsabilité du tout. Une indemnisation partielle est toujours meilleure que l'absence totale d'indemnisation. Alors certes, cela va à l'encontre de la loi de 2010 qui prévoit un droit à la réparation intégrale. Mais la loi peut être changée, bien sûr, et pourrait prévoir une échelle d'indemnisation en fonction de cette perte de chance.
Et la deuxième voie d'amélioration du système, c'est la voie réglementaire, dans laquelle le gouvernement, semble-t-il, s'achemine, vers laquelle le gouvernement s'achemine, puisque Marisol Touraine, ministre de la Santé, a proposé un projet de décret le 16 juillet 2016, le 6 juillet 2016, qui prévoit 6 dispositions pour améliorer le système d'indemnisation des victimes. Alors, notamment, je ne vais pas toutes les dire, elle préconise d'abaisser le seuil du risque négligeable de 1% à 0,3%. Elle propose que toutes les victimes qui se sont vues refuser une indemnisation pour cette raison puissent redéposer de nouveau un dossier. Elle propose aussi de reprendre une partie de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015, que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer, mais où il explique que dans certains cas, lorsque 3 conditions sont réunies, la présomption de causalité ne peut pas être combattue par le CIVEN. Donc il y a tout un tas de propositions d'amélioration du système. À ma connaissance, ce décret n'est pas encore paru. Pourquoi est-ce que c'est Marisol Touraine qui l'a proposé? Parce que maintenant, là encore pour des raisons d'indépendance, c'est le ministre de la Santé qui préside le comité de suivi de l'application de la loi Morin de 2010. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir dépassé mon temps de parole. Oui. Maryse de Guerre a bénéficié d'une inégalité compensatrice. C'était au titre de la compensation égalité homme-femme, puisqu'elle était la seule femme de cette matinée. Voilà pourquoi elle a bénéficié du double temps des autres. Alors, il y a peut-être des questions là-dessus. Simplement, je vais quand même vous donner une explication, parce que je vous ai parlé du nez de Cléopâtre. C'est sur la causalité, hein, parce que quelqu'un avait, vous savez, le nez de Cléopâtre, la formule célèbre, s'il eût été différent, la face du monde en eût été changée. Voilà, et un juriste avait comparé il y a quelques années la question de la causalité, qui est très difficile, avec le nez de Cléopâtre. Et sur la causalité, effectivement, il y a des débats entre nous, y compris entre Maryse et moi, mais ça c'est un autre problème. Oui, vous avez une question? Ben, tout de suite. Merci. Oui, j'avais trouvé une intervention intéressante. Et d'où la question vraiment, peut-être à laquelle il est difficile de répondre, c'est: a-t-on une idée aujourd'hui du nombre de victimes potentielles qui seraient susceptibles de bénéficier de ce système? Oui, lors des discussions sur le projet de loi de 2010, le rapport parlementaire faisait état de 150 000 personnes éventuellement impactées. C'est énorme. Donc ça concerne à la fois la Polynésie et le Sahara. Absolument. D'accord. Absolument. 150 000 personnes, et pour l'instant, il n'y a eu que 1000 dossiers de demande d'indemnisation déposés. Oui, je corrige quand même. Sur les 150 000, il est évident qu'il y a un certain nombre qui sont injustifiés, hein, quand même. On a vu. Enfin, c'était l'étude d'impact de la loi, parce que la oui. loi de 2010 a fait l'objet d'une étude d'impact avant son vote, et l'étude d'impact avait chiffré à 150 000. Mais le cas typique quand même, hein, que l'on a, où on voit les difficultés, c'est vous avez quelqu'un qui se plaint, qui veut demander réparation, il a eu un cancer du poumon. Mais le cancer du poumon est dû à quoi? Il fumait beaucoup. Ouais. Voilà, c'est pour ça que la perte de chance serait une solution, puisque de toute façon, le fait même d'avoir été exposé fait que un aléa s'est produit qui concerne la chance de rester en bonne santé ou dans l'état de santé que l'on pouvait espérer avoir 30 ans après, et que de toute façon, l'aléa concerne aussi la perte. On ne peut jamais mesurer si on a perdu effectivement beaucoup de chance ou pas beaucoup de chance. Toujours est-il qu'il y a eu exposition, et donc par conséquent, il y a au moins
une frange de préjudice difficilement calculable. Oui. Oui. Sachant que sur les nombres qui ont été mis en place, il y a une problématique, par exemple, c'est sur les populations qui vivent au Sahara, qui sont des Touaregs et qui sont impossibles à calculer, puisque évidemment, comme leur nom l'indique, ils bougent et donc ils ne peuvent absolument pas indiquer qu'ils étaient à tel endroit à tel moment. Donc ça aussi, ça pose une problématique beaucoup plus forte sur le Sahara que par exemple sur la Polynésie, où on arrive, même si les vétérans des essais nucléaires, donc que ce soit militaires, population, enfin l'ensemble de ces populations, arrivent à montrer quand même avec beaucoup de difficultés, qu'ils étaient sur ces différents sites où il y a eu les retombées radioactives. Et c'est effectivement en raison de l'existence de cette vie nomade dans le Sahara que le Conseil d'État, dans son arrêt du 7 décembre 2015, a envisagé l'hypothèse où, en tout état de cause, la présomption de causalité ne peut pas être combattue par le CIVEN. Alors, il y a 3 conditions qu'il a posées. C'est l'absence de surveillance de la personne, l'absence de résultats de mesures existant sur des personnes dans des situations comparables, c'est-à-dire les personnes qui se sont trouvées au même moment, au même lieu que la victime qui demande réparation. Et puis, la 3e condition, c'est que la mesure aurait été nécessaire pour réellement établir le lien de causalité. Et comme elle n'a pas eu lieu, eh bien, la présomption ne peut pas être combattue. Oui, moi je pense, alors je suis d'accord avec vous sur le point que le fait que la solution la plus satisfaisante serait de modifier la loi. La perte de chance, je suis assez d'accord avec vous, ça serait une voie possible assez satisfaisante sur beaucoup de plans. Oui, dès lors que le Conseil d'État a admis, avec la perte de chance, la réparation, l'indemnisation partielle et proportionnelle. Oui, oui. Parce que pendant longtemps aussi, le Conseil d'État, il y avait ou pas perte de chance, c'était l'indemnisation tout ou rien. Mais depuis quelques années, il accepte d'allouer une indemnisation partielle et proportionnelle. Laura, vous voulez... Non? Oui? Dans le cas des militaires qui ont été contaminés par l'utilisation de bombes avec l'utilisation d'uranium appauvri comme métal. Hein. Je sais qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup de gens qui ont été pris en compte et indemnisés. Vraisemblablement, des militaires français en Irak aussi ont été contaminés. Dans quelles conditions ils peuvent rentrer dans le cadre de la loi Morin ou d'un autre dispositif? Voilà, il ne rentre pas dans le cadre de la loi Morin, puisque c'est un cadre extrêmement étroit. Ce sont les victimes des essais nucléaires français, et qui plus est, qui ont été tirés à des époques bien déterminées, qui sont prévues par la loi, et à des endroits bien précis, qui sont prévus aussi par la loi. Hein, donc ce sont uniquement les essais en Algérie française, enfin ex-française, et puis les essais en Polynésie, uniquement. Alors, dans quel cadre ces personnes pourraient être indemnisées? Eh bien, dans, j'allais dire, le cadre simple des maladies professionnelles, c'est-à-dire dans le cadre de la législation des pensions civiles et militaires, si les victimes sont des fonctionnaires civils ou militaires. Voilà. C'est aussi un système de responsabilité sans faute, fondé sur le risque professionnel, qui est un risque danger. Pendant longtemps, c'était un système d'indemnisation forfaitaire. Et depuis 2007, le Conseil d'État admet que, au-delà du forfait de pension, eh bien, la victime puisse engager une action en responsabilité pour faute ou pour exposition à des risques en utilisant les règles du droit commun.